Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour Yacine, nous sommes très heureux de te recevoir dans ce podcast qui fait l'alliance entre la psychologie et le droit. Et nous, les premières fois où on t'a entendu intervenir, mais ta carrière a dû sûrement débuter bien avant ça, c'est dans le cas du dossier Caris, où tu avais dit un certain nombre d'éléments que nous avions trouvé intéressants, notamment le rapprochement que tu avais fait entre le ventre de l'incarcération et le problème de la comparution immédiate, qui me renvoie aussi à la notion de détention provisoire, où finalement ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des décisions très rapides qui se prennent et qui mettent totalement en branle la vie d'une personne quand elle est aux prises avec ce type de justice. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est ton avis là-dessus, sur la comparution immédiate d'une part, et deuxièmement sur la détention provisoire? Alors, sur la comparution immédiate, c'est une procédure qui me pose problème. C'est une procédure que nous, avocats, on qualifie de procédure TGV. C'est une procédure qui, en réalité, est plus intéressée par le traitement en temps réel de la délinquance que par une véritable justice. Il faut savoir que la comparution immédiate est quasiment l'antichambre de la détention. Les audiences de comparution immédiate sont le principal fournisseur de la détention en France, que ce soit sous la forme de détention provisoire si on demande un délai pour exercer les droits de la défense, ou sous forme d'incarcération immédiate, parce que l'idée, c'est l'ancienne chambre des flagrants délits, c'est de juger immédiatement et d'apporter une réponse. Cette réponse de l'immédiateté, parfois, heurte la complexité, la subtilité d'une vie humaine et d'une détention provisoire. Donc c'est une procédure qui effectivement pose problème. Le deuxième sujet, c'est la maladie du système carcéral français, c'est la détention provisoire. Nous sommes l'un des pays au monde qui incarcère le plus sous la forme de la détention provisoire, c'est-à-dire que on a un système judiciaire qui n'est pas capable d'apporter en termes de délai une réponse pénale rapide, et donc la détention provisoire devient un petit peu une forme d'avance sur salaire sur la condamnation. Ce qui est un problème en termes de psychologie. Lorsqu'on est mis en prison, il faut intérioriser le sens de sa peine. C'est-à-dire qu'on a commis un acte et qu'on est condamné à une peine pour une durée sur laquelle on peut se projeter. Quand on est en détention provisoire, on n'a pas de visibilité. Donc en réalité, le sens de la peine est amoindri par cette notion de détention provisoire. Et dans une époque où on parle beaucoup justement de la génération Adama, qui pour moi est une génération marquée par l'injustice et par les problématiques judiciaires, qui peut donner l'impression qu'on n'est pas tous égaux face à la loi, quel est ton avis justement par rapport à la manière dont la magistrature traite certains dossiers et la question de la détention provisoire à cette lumière-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on est tous soumis à la même enseigne quand on fait face au juge des libertés? Alors, de manière très générale, je ne souscris pas à l'idée d'une justice ou d'une police raciste en France, ou qui opérait systématiquement des discriminations en fonction de l'origine ou de l'identité d'une personne. Néanmoins, il y a des cas problématiques. Force est de constater lorsqu'il y a une différence de projection, c'est-à-dire lorsqu'on a un justiciable qui n'a aucun point commun avec la personne qui vient le juger, en termes de référence sociale, de référence ethnique, de référence culturelle. La subjectivisation de la décision est parfois plus difficile. Donc effectivement, il y a un sentiment que les garçons, et j'insiste sur ce point-là, les garçons et pas les filles, les garçons originaires de quartiers populaires sont plus enclins à être placés en détention provisoire. Ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend d'un certain nombre d'éléments, mais bien sûr que cela
interroge. Pour la faire courte, j'ai vu des traitements différenciés en fonction de la capacité de s'exprimer, de verbaliser, de discuter. C'est toute cette question de la psychologie et de la subjectivisation de la décision qui interpelle et qui peut heurter dans le cas de ce que vous avez qualifié de génération Adama. Oui, et de mon côté, en tant que psychologue, ce que je pourrais aussi te poser comme question, c'est que j'ai l'impression aussi que il y a une espèce de représentation de l'autre, notamment peut-être chez certains magistrats, quand ils jugent. Et c'est aussi un fil conducteur qu'on a pu voir dans d'autres entretiens faits avec certains de tes collègues, où finalement, ce qu'on voit, c'est que un juge, comme tu le dis, qui ne connaît pas celui qu'il est en train de juger, tant dans sa culture, dans ce qu'il représente, que d'où il vient, eh bien, il peut avoir des a priori incorporés de façon parfois inconsciente, parfois conscient, parfois non travaillé, et du coup, c'est comme l'a dit l'avocate Élise Arfi, chacun sa chance, chacun son juge. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Il y a déjà ce qui est horrible, c'est le concept de loterie judiciaire. C'est-à-dire que le destin judiciaire ou policier d'un justiciable va dépendre d'une multitude de facteurs. Son lieu d'interpellation, la personnalité des policiers qui vont mener cette interpellation et qui vont mener l'enquête, la personnalité du procureur, du parquetier qui va superviser cette enquête et la personnalité du juge. En d'autres termes, comme disait Vergès, l'erreur de la justice, c'est d'avoir qualifié un système humain d'une vertu morale. La justice, avant d'être une vertu morale, elle est exercée par des êtres humains de chair, de sang, avec leurs préjugés, avec leur manière d'appréhender les choses. C'est ce que nos confrères anglo-saxons qualifient de cultural biasis, qui est une réalité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fonction d'une personne qui peut être interpellée au Sable d'Olonne pour un même dossier, il n'y aura pas le même traitement s'il est interpellé en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Et cela interpelle. Ce qu'avait dit ma consoeur et mon ami Élise Arfi, c'est que chacun son juge, chacun sa justice, chacun sa chance. L'idéal, et on va pas être on va pas vivre dans un monde fantasmagorique. Bien sûr qu'on ne pourra pas contrer la justice, c'est d'abord l'homme. La justice, c'est l'homme, la femme qui la rend, l'homme ou la femme qui comparaît. Mais cette notion psychologique, elle est fondamentale. On n'a pas d'harmonie. Vérité à Paris, mensonge si on est en Lozère. Moi, j'en veux un certain nombre. On parle des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, on a laissé depuis 30 ou 40 ans l'idée pernicieuse s'installer que y avait pas de moyen de s'en sortir. Et ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est la question de l'acceptation sociale. Un jeune qui peut dealer dans certains quartiers, il n'a pas le sentiment de commettre une transgression sociale et morale. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que quand dans un quartier populaire, on dit il était au Habs, il était en prison, comme si c'était un parcours normal, comme si ça faisait partie de la vie. Et c'est effectivement la naissance, la construction d'une contre-culture qui qui s'érige en normes parallèles avec la culture judiciaire et qui parfois ne dialogue pas, ne discute pas. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est une réalité qui est absolument prégnante dans le traitement judiciaire et psychologique de la délinquance, c'est qu'on parle à certains jeunes qui ne voient pas le problème dans ce qu'ils ont fait. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit mais j'ai pas tué, j'ai pas violé, les normes sociales et l'acceptation, elles, sont divergentes et continuent une progression quasiment parallèle, sans se croiser. Mais ce que le chercheur Cyrulnik lui dit, c'est que justement, pour ceux qui sont jugés pénalement parlant par rapport à cette question de trafic, par exemple, on ne prend pas en compte le fait qu'en eux, ça a joué comme un facteur réparateur. C'est-à-dire qu'il y a à l'extérieur, on pourrait trouver que c'est mal, entre guillemets, si tant est qu'on puisse poser le terme de bien et mal, mais de l'intérieur, ça les a réparés. Donc lui, sa thèse, c'est qu'il faudrait trouver des moyens de résilience qui soient à côté. Or, dans notre société, on manque de tuteurs de résilience. Donc, au sein de la magistrature, et peut-être via les avocats, comment est-ce qu'une justice peut être un peu plus humanisée et comment est-ce qu'on pourrait établir une égalité des chances? Il faut prendre le temps. Malheureusement, ce qui nous manque le plus, c'est le temps. Tu parlais tout à l'heure des audiences de comparution immédiate. C'est très très difficile de réduire un homme ou une femme à 30, 40, quelques jours de sa vie. Un de mes clients m'a dit une phrase qui m'a beaucoup ébranlé. Il m'a dit, lorsqu'on juge
quelqu'un pour des faits qu'il a commis, c'est comme si on prend le livre de sa vie et qu'on ne le juge que sur 2 pages. On ne connaît ni le début, ni la fin de l'histoire. En réalité, ce qui manque, c'est le temps. Le temps. Et lorsqu'on va vite, lorsque je vous disais que tout à l'heure, ce qui compte en comparution immédiate, c'est le traitement en temps réel de la délinquance et une réponse pénale à un comportement transgressif, on met totalement de côté cet aspect psychologique, cet aspect de construction qui arrive. Lorsque tu as pu grandir à Sevran ou dans des quartiers qui sont victimes d'un véritable trafic de drogue, lorsque tes images positives sont issues du rap, d'une certaine culture, bien sûr qu'il faut des qualités, lorsqu'on est juge humaine, qui vont au-delà des simples compétences judiciaires ou juridiques et dire voilà ce que je vais condamner. En d'autres termes, juger, c'est comprendre. Pour comprendre, il faut du temps. Lorsqu'on n'a pas de temps, il manque l'axe principal de la fonction de juge. Ce que tu viens de dire, juger, c'est comprendre. Je trouve que c'est une notion très intéressante qu'il faudrait retenir et, et en faire quelque chose. Et en fait, quand tu parles, on sent que tu es un avocat très engagé, qui a une vocation. Alors, est-ce que tu as eu effectivement cette vocation et d'où ça te vient ton goût pour le métier d'avocat? Alors, j'ai toujours été, moi, j'ai d'abord commencé aux États-Unis et je faisais du droit boursier et je faisais quelque chose de totalement, différent de ce que je fais aujourd'hui et une de mes passions, c'était d'être avocat et de me dire que j'avais pas de robe. Donc je voulais porter des robes. Ma mère était un petit peu, heurtée par ce détail, mais pour moi, c'était d'abord aller à l'audience, porter la parole de quelqu'un. Donc cette vocation, elle vient simplement, lorsque le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est quelqu'un qui vous confie l'honneur de sa défense. L'honneur de cette défense, elle convient de ne pas avoir de faiblesse vis-à-vis de celui qu'on défend. Moi, je suis pas ici pour dire que tout le monde a raison ou que tout le monde a tort. Il faut simplement avoir un travail de passeur. Je me considère un petit peu comme Anubis, comme le passeur entre, d'une part, entre 2 mondes, le monde de celui qui me fait l'honneur de le défendre et le monde de la justice pour expliquer et peut-être celui qui aura le drachme sous la langue et pourra l'expliquer en public. Et quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait déjà, dans ta vie, des signes de ton rapport à la justice et je suppose à l'injustice? Bien sûr, il y a toujours dans notre propre histoire, pour connaître le goût du miel, il faut connaître le goût du vinaigre. Si on n'a pas connu la saveur du vinaigre, on n'est pas capable d'apprécier la saveur du miel. On a tous une construction ontologique dans notre histoire propre et j'ai grandi dans un quartier populaire. Ma famille est issue des bidonvilles de Nanterre, donc il y a forcément, moi j'étais tout jeune en 83 et c'est plutôt ce qui a été raconté par ma mère et mes tantes, c'est l'assassinat d'Abdeni Guemia. On parle aujourd'hui d'Adama Traoré, mais c'est une réalité qui existait déjà en 82 à Nanterre. Et c'est cette construction, cette volonté d'obtenir la justice et de se dire que il faut parler, il faut discuter. Donc voilà un petit peu ce qui a été ma ligne conductrice. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré, y compris dans ta famille? Dans ma famille, c'est mes parents qui m'ont toujours dit que la seule limite, c'était celle qu'on s'imposait. Professionnellement, c'est un avocat du barreau des Hauts-de-Seine, Jean-Pierre Choquet. Alors aujourd'hui, on a tendance à aimer les avocats stars, savoir qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements, comme montre, ou qu'est-ce qu'il a lu comme livre. Moi, j'aimais cette phrase de Jean-Pierre Choquet, je ne suis qu'un soldat parmi des millions. Si vous ne vous rappelez pas de mon nom, peu importe. Donc c'était un grand pénaliste, c'était quelqu'un qui avait la défense chevillée au corps. Et moi, j'ai d'abord de l'admiration pour tous ces avocats, pour tous ces soutiens du pénal qui tous les jours, sont sur le pont et pas ces noms qu'on érige comme étant l'archétype de la défense. Donc être avocat, c'est d'abord parler puis disparaître dans le murmure de ses pas dans le palais de justice. Moi, c'est ma vocation. Et on a aujourd'hui, et je pense que je vais profiter de cette discussion, c'est l'une des professions qui suscite le plus d'ego ou le plus de caractère psychologique parfois très difficile. On a tendance à être adulé par ses clients, adulé par un certain nombre d'éléments, alors que c'est la profession la plus humiliante qui soit. Le client qu'on défend, il vous achète, il vous assèche, il vous prend toute votre énergie. Les magistrats ne vous écoutent pas, vous méprisent. Donc en réalité, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité que d'être avocat. Comment est-ce que ça s'est fait donc ton changement à toi? Tu parlais d'être d'abord avocat dans le milieu financier, c'est ça? Et Oui. après tu es devenu donc pénaliste, un métier des grandes causes. Je l'ai fait parce qu'il m'est arrivé une aventure exceptionnelle, c'est d'être élu secrétaire de la conférence du barreau de Paris.
C'est de pouvoir défendre les louches, les lâches, les pauvres, ceux qui ont rien et passer plus d'1 an dans la véritable, défense pénale d'urgence dans le ventre du monstre, le ventre de P12 et de voir que, il y a un certain nombre de je voulais pas perdre ma vie à la gagne. Voilà, pour être plus court. Quelles sont tes grandes causes? Qu'est-ce que tu aimes défendre? Ce que j'aime défendre moi, c'est, j'aime défendre celui que tout accable. J'aime défendre celui qui n'a rien d'autre que moi. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, toutes les défenses se valent. Mais, pour moi, ce que je trouve le plus, satisfaisant en tant qu'avocat, c'est de, défendre, l'homme que tout accable, celui qui n'a rien d'autre que le recours de son avocat. Oui, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu que tu as tweeté la question de l'émotion et donc du lynchage qu'il peut y avoir à travers les médias et à quel point les médias construisent des personnalités coupables ou des personnalités innocentes, parfois totalement à l'opposé de ce qui est vraiment. Et puis le magistrat Georges Domergue, qui est aussi une personne que nous estimons beaucoup, qui dit des choses très intéressantes, parlait de cette notion d'opinion publique qui finalement a une influence tant sur la magistrature que sur le peuple qui l'écoute. Donc, quelle est toi ton opinion sur déjà le lynchage médiatique et l'opinion publique? Alors l'opinion publique, je reprendrai juste la citation d'un des plus grands avocats du XXe siècle, Moreau de Jafferi, qui disait ces quelques mots: «L'opinion publique, chassez-la cette intruse, chassez-la cette prostituée qui tire le juge par le manche». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la justice, vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Un dossier, c'est plus complexe que ce qu'on peut lire dans un article. Pour lire n'importe quel dossier, c'est des milliers et des milliers de pages. C'est avoir des connaissances juridiques, mesurer un certain nombre d'éléments. L'opinion publique va trop vite, elle veut des réponses immédiates. Elle veut aujourd'hui, elle peut dire oui et le lendemain, elle peut vous dire non. Aujourd'hui, on peut avoir un certain nombre d'éléments. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut de la sérénité, qu'il faut du temps, qu'il faut du débat, qu'il faut pouvoir s'élever, prendre un petit peu de la hauteur et à l'instar de Sénèque, pouvoir dire ôte-toi de mon soleil. Moi, ce que je voudrais dans la plupart des affaires judiciaires, c'est que les chaînes d'information continue s'éloignent. Parce qu'en réalité, la plupart des affaires judiciaires ne peuvent avoir un déroulement en 24 heures, 48 heures ou même en une semaine. L'homme, le droit, la réalité, ça prend plus de temps, c'est plus complexe. Et les faits ont cette faculté d'être différents selon qu'on les éclaire d'un côté ou de l'autre. Il faut garder cette mesure et se dire à l'esprit que ce que je pense aujourd'hui ne peut pas être vrai demain. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse un petit peu dans la profession d'avocat, c'est le doute qui doit toujours habiter toute personne. Moi, je plaide un certain nombre d'éléments et j'entends un certain nombre de personnes me dire ça s'est passé comme ci, comme ça. Je sais pas, la plupart du temps, lorsque j'interviens dans un dossier, j'étais pas présent. Le juge n'était pas présent, le procureur n'était pas présent, les journalistes n'étaient pas présents. Qui sommes-nous pour venir dire qu'on a une vérité absolue qui viendrait et ça s'est passé comme ça? Moi, ce que j'aime, c'est le doute, c'est les choses qui évoluent. Et est-ce qu'il y a une affaire qui t'a spécialement marqué, voire changé? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a des affaires qui m'ont, qui m'ont changé. C'est notamment, la défense de petites voleuses du métro, de ce qu'on appelle les Amidovitch, et de voir en réalité la difficulté. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir, voilà, c'est la situation des Roms en France. C'est quelque chose qui m'a vraiment heurté et qui m'a, emmené dans un monde. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté rom, j'ai voyagé, j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Voilà, c'est le traitement et la quasi déshumanisation, de ces petites voleuses du métro qui sont des victimes lorsque ça arrange l'institution judiciaire et qui sont d'horribles monstres lorsque cela n'arrange plus, l'administration, la justice. Donc là, tu parles de déshumanisation. Est-ce qu'en tant qu'avocat et puis en tant que citoyen, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que justement la justice soit plus humaine et de manière égalitaire, que ce soit comme tu disais, des personnes qui sont issues de la communauté rom ou que ce soit de n'importe quelle communauté? Est-ce qu'il y a quelque chose, une réponse que nous pourrions faire qui influence le cours des choses, puisque je trouve aussi que la justice s'est profondément déshumanisée? Alors ça peut, vous savez,
Moi, je vais sans doute être dans quelques années un vieux dinosaure du droit. C'est que j'ai une passion et il y a quelque chose qui me passionne par-dessus tout, c'est la cour d'assises. La cour d'assises, c'est la rencontre entre un dossier judiciaire et le peuple. Et on voit que lorsque on plaide devant des gens qui ne sont pas des professionnels, parce que la professionnalisation implique la quasi-automatisation. On est juge depuis ou avocat depuis 20 ou 30 ans et on perd une sorte de fraîcheur. Donc moi, ce que je penserais, mais malheureusement ce n'est pas le sens du temps, ça serait plutôt que de réduire la cour d'assises et les jurys populaires, les étendre, faire participer le peuple et les citoyens à l'élaboration de cette justice. Voilà ce que je penserais être utile, mais moi je ne suis peut-être qu'un utopiste, il y a des contingences financières, et moi je suis ici pour dessiner les nuages et les ballons, pas pour savoir comment on va les payer. Mais ça va dans le sens de ce que disait une autre de tes collègues, puisque effectivement, de l'importance que ça serait de faire, par exemple, participer des éducateurs, qui y ait des passerelles entre les métiers d'éducateurs et les métiers de magistrats, ou même on pourrait imaginer des psychologues. Et je partage cet avis, puisque finalement, c'est comme s'il y avait une césure entre la magistrature et les citoyens. Donc cette notion de passerelle, est-ce que ça te paraît importante et est-ce que ça te paraît faisable? Quel est ton avis? Ce que je dis, c'est que on devrait vraiment ouvrir les tribunaux. Un palais de justice, c'est d'abord quelque chose qui est fait au service du peuple, par le peuple, pour le peuple, et permettre à nos concitoyens d'être présents. Ça me semble absolument fondamental. Et quel est ton plus beau souvenir en tant qu'avocat? Mon plus beau souvenir, c'est l'acquittement de 5 jeunes dans un dossier où tout a câblé. On avait tout contre nous. C'était 5 jeunes qui étaient accusés d'un dossier de viol en réunion, ce qu'on qualifie pudiquement de tournante. Et lorsqu'on lisait les articles de presse, on avait envie de les condamner simplement parce que les faits étaient décrits d'une certaine manière. Rétablir la vérité, permettre à un jeune garçon de ne pas avoir l'infamie du crime de viol en réunion sur mineur de moins de 15 ans, ça a été sans doute l'une de mes plus grandes fiertés, avec néanmoins beaucoup de compréhension pour la victime qui était avant tout victime de sa propre famille et de la société. Et quel est ton plus grand trauma dans ton métier? J'en ai tous les jours. C'est de ne pas trouver les mots et de ne pas pouvoir apporter à celui qui me fait la confiance la liberté. Je reprendrai les mots d'Henri Leclerc. L'avocat n'est qu'un mendiant de liberté et j'ai très mal au cœur lorsque je mendie et qu'on me donne pas de pièces. Donc, il me renvoie à te poser cette seconde question. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton métier d'avocat? La relation avec les clients et les magistrats. Tu peux m'en dire plus? Les clients, il y a pas d'un côté un monde magnifique de clients qui sont des anges et qui sont ici pour vous soutenir. La réalité, le monde est beaucoup plus complexe. La vie, elle est belle ou moche selon l'angle de vue. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est la relation avec des clients qui sont parfois excessivement exigeants et qui n'ont pas de réalité et qui considèrent quasiment l'avocat comme une espèce de complice ou quelqu'un qui serait là uniquement pour les couvrir. C'est pas mon point de vue, j'ai une haute idée de ma fonction. Et d'autre part également des magistrats qui ne comprennent pas le rôle et le sens de l'avocat pénaliste. Je ne suis pas ni le client, ni le complice, ni l'ami de ceux qui me font l'honneur de leur défense. Et qu'est-ce que tu trouves le plus beau dans ton métier? Ce que je trouve le plus beau dans mon métier, c'est que aucun jour n'est identique à l'autre. Et si tu étais à l'origine d'une nouvelle loi, est-ce que tu saurais ce que tu aurais envie de changer ou de modifier? J'accélérais les procédures. Pour moi, la détention provisoire est un vrai problème. Il y a des personnes, et je ne suis pas un angélique ou je suis pas ici pour dire des choses absurdes. La prison est un échec quoi qu'il arrive dans une société, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions à l'état actuel. Ce que je dis, c'est que la détention provisoire, lorsqu'elle est trop longue, elle ne permet pas d'intérioriser la peine et de comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on est un coupable qui purge une peine, on finit à se dire qu'on est victime d'un système qui vous accable. Voilà la problématique pour moi de la procédure pénale actuelle. Oui, et je te rejoins totalement là-dessus parce qu'il y a aussi la question qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas coupables et qui font de la détention provisoire, ça modifiera leur parcours, notamment chez les jeunes. Moi, j'ai grandi à Strasbourg où j'ai vu beaucoup de personnes innocentes qui faisaient de la détention provisoire et ils avaient tellement une non-conscience des lois que finalement, ils se défendaient même pas. Ils faisaient leur détention provisoire, après ils étaient innocents et puis rien ne se passait. Ça modifie des parcours, ça modifie des psychologies, ça modifie un rapport aux études, ça modifie un rapport à soi. Donc en fait, pour moi, la détention provisoire, elle est délétère et elle contribue à ce qu'il y ait une ségrégation dans Je suis notre d'accord avec société. vous.
Parce qu'en vérité, la détention provisoire doit être l'exception. Et quand on est envoyé en prison, c'est comme avec un enfant. Si je punis un enfant, il faut qu'il sache pourquoi et pour quelle durée je vais le punir. Lorsqu'on est dans une espèce de flou artistique comme ça, eh bien, ça porte préjudice à tout le monde. Oui, surtout si on punit alors qu'on n'aurait pas dû punir. C'est-à-dire que là où il faudrait qu'il y ait un cadre à cette société où on sait le bien, le mal et on peut s'y référer, on se sent protégé, où on se sent puni si on doit être puni, finalement on est dans l'arbitraire, l'émotionnel, l'éphémère. Donc on est pour moi dans quelque chose de pernicieux qui a de grosses conséquences et c'est peut-être ça aussi qui amène beaucoup de révoltes aujourd'hui. Yacine, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais qu'on aille plus précisément sur la magistrature. Nous, ce podcast et aussi notre rapport aux avocats et tout ce qu'on a découvert est passé par le rapport à l'injustice, puisque nous avons été témoins de nombreuses injustices et nous avons pu constater beaucoup de choses dans cette magistrature-là. Et ce que je constate, et je voudrais revenir sur la question des émotions, avoir ton avis, c'est que en fait, finalement, face à la magistrature, on est dans une espèce de rouage judiciaire et Dupond-Moretti en parle très bien. Ça ressemble plus à des griffes. Et puis tu parles aussi toi de ton rapport aux magistrats. Beaucoup d'avocats en parlent. Dans tous nos entretiens, c'est revenu ce rapport-là qui est devenu difficile. Donc vous, c'est votre génération d'avocats disent que c'est devenu difficile. Est-ce que tu dirais que avant c'était plus facile? Est-ce que tu dirais qu'il y a toujours eu un clivage? Ou est-ce que ça vient du fait qu'on a maintenant affaire à peut-être des juges très jeunes qui ne connaissent pas le terrain et qui du coup jugent non pas sur la loi, rien que la loi, mais dans les émotions, les représentations et ce qui pourrait être le côté médiatique de certaines procédures? Alors, il faut d'abord, c'est sans doute ma déformation professionnelle, j'ai toujours tendance à nuancer. Il y a des magistrats exceptionnels. Moi, je travaille avec un ancien magistrat qui a rejoint notre cabinet, Serge Portelli, qui a été magistrat pendant 50 ans, et j'en rencontre des jeunes, des moins jeunes. C'est d'abord, ce qu'on a dit au début, derrière un juge, derrière une robe, il y a un homme ou une femme avec ses propres failles et sa propre construction. En tout état de cause, la construction d'un système quasiment de caste, où on a d'un côté la magistrature, de l'autre côté les avocats, avec des passerelles qui sont on ne peut plus ténues, créer un esprit de corps qui est délétère pour la justice. Moi, ce que je voudrais, c'est que, comme dans d'autres pays, la magistrature ne puisse être envisagée que pour les plus méritants des juristes après un parcours de vie. Voilà, c'est en état actuel, c'est un de mes souhaits, c'est pas la réalité. Il faut se ramener à des contingences budgétaires et financières. Ce dont notre pays manque le plus, c'est qu'on mette les moyens financiers pour la justice. Comme disait Marc Bonan, il faut avoir l'ambition de ses prétentions. Je voudrais que nous revenions sur la notion de discrimination. Moi-même, j'ai grandi à Strasbourg, on est tous très mélangés. Toi, tu me disais que tu as grandi dans un quartier populaire. Donc, dans ces mondes-là où on est mélangé, on peut voir en fait finalement tous les profils. Eh bien, moi, j'ai constaté qu'il y a quand même beaucoup de discrimination et une grande inégalité, pas que face à la loi, mais aussi face aux institutions ou dans le monde scolaire. Effectivement, on peut avoir des chemins pour s'en sortir, mais ça reste plus facile ou plus difficile selon d'où l'on vient. Est-ce que toi, tu constates de la discrimination, que ce soit du côté du justiciable ou que ce soit du côté de ceux qui font appliquer la loi, tant du côté des magistrats que des avocats, que de tous les organes de la justice? Il n'y a pas de discrimination systématique. Il y a des cas de discrimination. Et chaque cas de discrimination, qui sont isolés, qui sont pas majoritaires, il faut le rappeler, rentrer dans un débat qui serait contraire, ça serait se mettre des œillères. Mais chaque cas de discrimination provoque chez la personne qui en est victime une difficulté vraiment à comprendre son sens dans la société. Bien sûr que selon l'origine sociale des parents, selon le bagage intellectuel et culturel de ceux qui vous élèvent, on n'aura pas la même vie, on n'aura pas les mêmes paroles. Ce que je veux dire par là, c'est que l'injustice fondamentale, elle est déjà dans les mots. Lorsqu'on a 500 mots de vocabulaire, c'est très difficile d'apporter une réponse satisfaisante à un tribunal. Lorsqu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a effectué, sur ce qu'on a fait, on arrive à être compris. Il y a déjà cette inégalité fondamentale sur la maîtrise du verbe, la maîtrise du mot.
discuter, parler, avoir un certain nombre d'éléments. Alors bien sûr qu'on est dans une société inégalitaire et je ne ferai pas porter à la justice tout le chapeau de toute cette situation. On a une société, c'est pas propre à la France, c'est propre à l'intégralité du monde. On peut dans des pays, d'autres pays, des pays du tiers-monde, où on a une quasi-homogénéité de la population. J'avais été au Japon, il y a des cas de discrimination qui sont également sociales en fonction des mots qu'on emploie. Donc aujourd'hui, la justice a un certain nombre de problèmes. Elle ne peut pas être le pansement sur une jambe de bois. Maintenant, ça nous dispense pas d'une véritable réflexion, l'ouverture de la justice, la plus grande diversité. On a une diversité sociale et ethnique qui pourrait être améliorée dans la justice. Les principales victimes, ceux qui sont exclus, ce sont les garçons originaires des quartiers populaires. Les filles s'en sortent bien mieux. Il faut penser à la possibilité de rattraper quelqu'un et de ne pas réduire une personne à ce qu'il a pu faire ou commettre lorsqu'il avait entre 16 et 20 ans. Et dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? J'ai du mal à me voir où je serai demain, donc dans 10 ans, je sais pas. C'est lié à ton rapport au temps que tu as du mal à voir où tu serais demain? Ouais, j'ai du mal à voir. Je sais pas. J'ai du mal à me projeter. Je savais pas où j'allais être il y a 10 ans, donc je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Et je préfère avoir la liberté de me dire que, peut-être comme une boule de flipper, j'irai là où je devrais aller. On arrive aux dernières questions de cet entretien. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur l'être humain? Que l'homme peut être, on peut avoir la plus belle des choses dans l'homme et la plus laide aussi. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays? Que c'est quand même un beau pays, que je suis heureux de vivre en France. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur le monde? Que ce qu'on peut considérer comme une vérité chez nous est peut-être un mensonge et peut-être l'opposé dans d'autres endroits du monde. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? C'est que je ne me connais pas. C'est-à-dire? Tous les jours, je me découvre. Et tous les jours, je me dis que j'apprends, je découvre et que c'est très prétentieux de se dire qu'on se connaît. Merci Yacine pour cet entretien, pour tes réponses qui sont un profond éclairage sur la justice. On se retrouvera, je l'espère, pour d'autres entretiens et puis on te suit avec attention. À très bientôt. Merci, au revoir Fanny.